Bonjour. La JUCAF a décidé que, lors de l'année 2021, la question de la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires serait une priorité. Pour cela, nous allons nous appuyer sur le travail fait par la Cour de cassation française, avec l'aide d'Alain Lacabarat, président de chambre honoraire, qui a joué un rôle moteur dans cette réforme. Et Chantal Arens, la première présidente de la Cour de cassation, a décidé que la nouvelle motivation serait systématique depuis la rentrée de septembre 2020, notamment cette motivation enrichie qui permet de mieux comprendre l'application du droit et expliquer les décisions. Donc nous lui avons demandé de présenter les principaux travaux de cette réforme. Voilà. Alors Alain Lacabarat, les motivations de la Cour de cassation étaient quasiment les mêmes depuis 2 siècles. Donc c'est un changement absolument considérable qui n'avait pas été simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les anciens arrêts et les nouveaux arrêts? Depuis 2 siècles, la présentation des arrêts de la Cour de cassation était traditionnellement centrée sur l'idée d'une phrase unique avec l'affirmation d'un principe, la mention de la partie de l'arrêt attaqué qui était contraire à ce principe et la cassation de la décision ne respectant pas le principe. Donc, tout tenait en trois sous-phrases, si je puis dire. Depuis 2019, la présentation des arrêts est totalement différente. Nous avons abandonné à la Cour de cassation la présentation des arrêts par une phrase unique. Chaque partie de la décision est introduite par un titre, fait et procédure, énoncé des moyens et réponse de la Cour. C'est-à-dire que nous savons exactement à quel moment commence la réponse de la Cour. Et dans les affaires les plus importantes, la Cour de cassation développe sa motivation et adopte le système dit de la motivation enrichie. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à citer les précédents utiles, ce qui était à la Cour une révolution. Elle n'hésite pas à citer les précédents utiles et à expliquer les raisons pour lesquelles elle a adopté une solution déterminée. Si on fait une comparaison sur un sujet très précis, la responsabilité des contractants à l'égard d'un tiers pour un manquement contractuel. Il y a des cas dans lesquels des manquements contractuels peuvent provoquer un dommage pour les tiers. Dans quelles conditions les tiers peuvent-ils obtenir l'indemnisation de leur préjudice? Eh bien, traditionnellement, la Cour se bornait à affirmer qu'il y avait une responsabilité possible des contractants à l'égard des tiers, mais par exemple, par l'arrêt d'assemblée plénière du 13 janvier 2020, la Cour, non seulement dans sa motivation, rappelle l'historique de la jurisprudence sur le sujet, mais dans un deuxième temps, détaille les raisons pour lesquelles les contractants engagent leur responsabilité à l'égard des tiers lorsque les manquements contractuels ont causé aux tiers un dommage. Donc ça, c'est une révolution qui s'accompagne également de l'abandon, évidemment, des attendus. Puisque la Cour de cassation a abandonné la phrase unique, l'attendu ne se justifie pas, ne se justifie plus, et désormais les arrêts sont présentés sous la forme d'une succession de paragraphes qui déroulent le raisonnement utilisé. Alors, effectivement, ça apparaît comme une révolution après une si longue période de rédaction selon exactement la même forme. Alors, on comprend le besoin d'explication vis-à-vis du justiciable, mais pour les spécialistes, eux, ils savaient lire un arrêt de la Cour de cassation, les spécialistes français, pas forcément dans le monde entier. Quelles sont les raisons profondes? Pourquoi ce changement?
Plusieurs raisons expliquent ce changement qui est une révolution à la Cour de cassation. Il ne faut pas avoir peur des mots pour la Cour, ça a été vraiment un bouleversement des méthodes de travail et de rédaction des décisions. Plusieurs raisons en effet. D'abord, le fait que la manière de rédiger les arrêts de la Cour de cassation est critiquée depuis longtemps. De nombreux auteurs se sont intéressés à cette question. Et il est vrai que le besoin d'explication à l'égard du justiciable s'est accru considérablement, probablement sous l'influence des jurisprudences des cours européennes, en particulier la Cour européenne des droits de l'homme, qui tient à ce que les décisions nationales soient motivées dans des conditions qui soient compréhensibles par les justiciables. Mais je dirais que même à l'égard des spécialistes, il est important d'avoir pour les arrêts qui le méritent, pour les arrêts importants, une motivation enrichie. On est toujours frappé lorsqu'on peut lire des articles de doctrine qui s'interrogent sur plusieurs pages sur la signification et la portée des arrêts de la Cour de cassation. Pour moi, ça a toujours été un problème. De voir que les auteurs peuvent avoir des controverses très importantes sur le sens et la portée des arrêts de la Cour de cassation, ça montre bien que même à l'égard des spécialistes du droit, il est important que la Cour de cassation explique davantage les raisons pour lesquelles elle adopte ces décisions. Et je dirais d'ailleurs que pour la Cour de cassation elle-même, c'est une épreuve de vérification de la rectitude de son raisonnement. C'est en déroulant le raisonnement que vous vous rendez vraiment compte si la solution est pertinente ou pas. Dans la mesure où il est beaucoup plus facile d'affirmer un principe, mais expliquer les raisons pour lesquelles on adopte le principe, c'est quelque chose qui peut être plus délicat. Et donc, il est important pour la Cour elle-même de pouvoir vérifier la pertinence de son raisonnement. Alors effectivement, on comprend beaucoup mieux. Nos amis belges ont une formule, dire le droit et être compris. C'est ça une décision de justice. C'est absolument fondamental. Mais alors, beaucoup de cours de cassation de la francophonie, membres de la JUCAF, se sont appuyés sur le modèle français pour rédiger. Donc, ils veulent savoir comment faire pour que les justiciables, pour que les universitaires, pour que la communauté juridique comprennent bien les arrêts de leur propre cour de cassation en Cour suprême. Donc, un tel bouleversement ne se fait pas en un jour, il faut associer l'ensemble des personnes qui travaillent au sein de la Cour, les avocats, les universitaires. Comment avez-vous fait et qu'est-ce qui peut être reproductible dans une Cour au Liban, au Sénégal, au Bénin, au Mali par exemple ? Je crois que c'est un travail de longue haleine. Nous avons commencé à la Cour de cassation en 2014 et 2015 par constituer un groupe de travail qui a commencé par rédiger sous une forme nouvelle des arrêts déjà rendus par la Cour de cassation pour voir si rédiger autrement posait des difficultés. Et nous nous sommes rendus compte, dans le cadre des travaux de ce groupe de travail, qu'il n'était pas si difficile que cela de passer de la rédaction traditionnelle à une nouvelle rédaction, à condition effectivement de supprimer le système de la phrase unique et les attendus, et de dérouler d'une manière beaucoup plus détaillée le raisonnement justifiant la solution adoptée. Donc nous avons commencé par faire des tests sur des arrêts déjà rendus par la Cour. Et ensuite, les membres de la Cour qui ont travaillé sur le sujet ont proposé un guide de rédaction des arrêts qui a fait l'objet de pas mal de discussions en interne. Nous avons associé évidemment à ces travaux des universitaires, les avocats à la Cour de cassation, tous ceux qui pouvaient avoir quelque chose à dire sur ce sujet. Et à l'issue de ce travail de préparation qui a été présenté donc à l'Assemblée générale des magistrats de la Cour de cassation, a été adopté un guide de rédaction. Un guide de rédaction qui, évidemment, n'est pas figé, parce que c'est au fil du temps
que nous allons nous apercevoir des difficultés que peuvent poser les arrêts tels qu'ils sont présentés actuellement. Il y a encore des évolutions possibles, mais je crois que l'orientation générale est fixée par l'ensemble de ces travaux. Il faut toujours, je pense, associer l'ensemble des parties prenantes au travail de modification de la rédaction des arrêts, parce qu'il faut que tout le monde puisse s'approprier ce travail. Ça me paraît très important. Et il faut ensuite, lorsqu'on a décidé d'adopter une nouvelle manière de motiver les décisions, il faut assurer un suivi, de manière à voir où sont les difficultés, parce que suivant les traditions de chaque cours, il peut y avoir des besoins différents, il peut y avoir des points particuliers qui doivent être évidemment traités, mais je crois qu'il est important d'avoir un groupe de suivi qui permettent de présenter les évolutions nécessaires de la nouvelle manière de rédiger les arrêts.